Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis au magnifique domaine de Rabat à Bordeaux avec Gérard pour faire une interview sur le chamanisme, un de mes sujets préférés. Je sais que de nombreuses personnes en ce moment à travers le monde explorent le chamanisme, le monde de l'invisible, des esprits et aujourd'hui j'ai quelques petites questions un petit peu plus précises à te poser sur ce thème-là. Pour avoir pas mal couvert ce sujet, je vais me faire un plaisir d'aller creuser parce que tu nous as apporté de nombreux éléments dans ce livre et je te remercie, je le trouve très complet. Vous aussi, vous êtes chaman, c'est le titre de ton livre aux éditions Le Duc. Donc, clairement, tu fais ce constat et j'aurais voulu commencer cette interview par te demander sur cette spiritualité. Il y a un peu, on sent tu es en train de dire, mais il y a un peu une urgence d'incarner, de pratiquer, je ne sais pas comment tu veux le dire, cette spiritualité au quotidien et de réveiller quelque part, cette perception au-delà du monde matériel et physique. Il y a autre chose, il y a d'autres signes, il y a une autre information à capter, qui est importante à capter et à mettre en place dans notre quotidien? Oui, tout à fait. On a vécu un très long moment où on était tous d'accord pour penser qu'il était intéressant de paraître. Et puis, un grand courant s'est détaché de tout ça et on se rapproche du concept d'être. Et comme on dit souvent, vouloir être dans le vent, il paraît que c'est une ambition de feuille morte. On a fait un petit peu le tour de ça et on se rend compte, en tout cas pour ma part, j'observe ça depuis une vingtaine d'années, que nous sommes pour la plupart incomplets. La femme et l'homme sont incomplets. Et mon but, c'est d'essayer de transmettre ce que j'ai pu apprendre, comprendre et appliquer pour aider les gens à devenir complets. Cette complétude ne peut s'installer qu'avec une spiritualité active. On est sur le plan holistique, tout à fait conscient, tous d'accord, qu'on a une physiologie, un corps, qu'on a un vecteur émotionnel, qu'on a un mental très actif, et en général, ça s'arrête là. Mais il manque un vecteur très important, le vecteur spirituel. C'est ça que j'appelle un être humain complet. Et je pense que ce qui peut nous sortir de cette grosse difficulté qu'on peut vivre en ce moment, l'humanité entière est en difficulté, c'est la spiritualité. Mais une spiritualité complètement active, participative. Ça n'a rien à voir avec la religiosité, avec ces choses-là. Là, on est spirituel, on est avant tout un être spirituel qui vit une expérience d'incarnation dans un monde aléatoire. Donc c'est un petit peu compliqué tout ça. Et on aura les bonnes directives, les bonnes ressources, les bons comportements, les facultés d'auto-guérison, etc. dans ce vecteur spirituel. Là, on a toutes les réponses. Ce qu'en chamanisme sud-américain, on va appeler le nagual. Donc on est clairement on est incomplet, on titube, il nous manque cet aspect-là pour se sentir bien, pour se sentir heureux, pour se sentir épanoui, pour trouver sa voie. C'est comme si cet élément-là on l'avait mis de côté depuis des millénaires et qu'on n'était pas complet en tant qu'humain. C'est beau. C'est vraiment ce que je pense. Il nous suffit, parce que en fin de compte, oui, c'est simple. La spiritualité, on l'a par définition. C'est pas quelque chose qu'il faut aller chercher quelque part au bout du monde. On a tous notre vecteur spirituel qui est là, latent, qui attend. Mais on n'a pas appuyé sur on. Et c'est notre devoir, à toi, à moi, à tous ces gens éveillés qui communiquent, qui essayent d'informer les autres, qui partagent leurs connaissances. C'est notre devoir de tirer la sonnette d'alarme et de dire aux gens, devenez complet, appuyez sur on, votre spiritualité, mettez-la en action. Parce que dans cette spiritualité, on va avoir un facteur énorme, c'est le facteur de l'intuition. Et la plupart du temps, on ne peut décider vraiment, on est créateur de sa vie, on est un canal intelligent et créateur de sa vie, mais sans intuition, on ne crée pas grand-chose. En général, on la vit par défaut. La plupart des gens la vivent par défaut. Si on met vraiment en fonctionnement fluide cette spiritualité, donc notre intuition, on va pratiquement tout organiser d'une façon très fluide. L'intuition est beaucoup plus conséquente que le fonctionnement mental. Et comment on peut organiser tout ça? Parce que le mental, on voit clairement ce que ça peut nous apporter, on l'a étudié ou on le vit au quotidien, mais je veux dire, la partie spirituelle, c'est tellement intangible
que comment peut-on, pas normaliser, mais tu parles clairement ici de chamanisme qui peut être des fois lié à du charlatanisme ou des choses comme ça. Il y a des idées qui sont faussement reçues sur ce genre de sujet, mais comment on pourrait classer ou faire qu'il y ait une certaine rigueur dans tout ça? Parce que là, tu nous dis, vous aussi, vous êtes chaman. À ce moment-là, il y a plein de personnes qui peuvent s'improviser chaman. Et après, il y a des personnes aussi à côté qui ont tellement envie d'expérimenter de nouvelles choses et des changements de vie. Tu vois, c'est comment on arrive à mettre de la rigueur ou de la clarté dans tout ça. Et en effet, le charlatanisme, que tu dis, existe chez les plombiers également, dans tout domaine de métier. Mais comment arriver à quelque chose de plus palpable là? Je pense qu'il ne faut pas tout confondre. Je pense que vraiment, par définition, nous sommes tous chamans, vraiment. Et je pense que si on n'était pas chaman, on ne pourrait pas s'incarner. Pour être un être humain, il faut avant tout, avant d'être humain, on est chaman. Simplement que la plupart des gens le soupçonnent même pas 2 secondes ça. Ensuite, ça ne veut pas dire que en tant que chaman, on va prétendre faire des choses complètement folles ou soigner la terre entière. Déjà, soignons chaman pour nous, personnellement. Comme on dit souvent, on sait tous courir, mais on n'est pas tous marathoniens. Voilà, on est tous chamans, mais on ne va pas tous devenir des grands guérisseurs ou des passeurs d'âme ou aller faire des cérémonies complètement folles. Chacun va pouvoir réguler en fonction de ses aptitudes. Mais déjà, intrinsèquement, reprendre ce chamanisme qui coule dans nos veines, notre ADN, il est tatoué chaman. Nous le sommes. On l'a oublié. On l'a oublié avec le progrès, avec le matérialisme, qui est devenu le consumérisme, qui nous a complètement éloignés de la spiritualité, même de la religiosité. On croit plus à la religion, on est en train de s'éloigner du matérialisme. Faut trouver une 3e voie. Et cette 3e voie, je pense que vraiment, ça peut être le chamanisme qui s'est complètement, en tout cas pour ma part, j'ai fait tous ces efforts-là et je continue à le faire, qui s'est contemporanisé, urbanisé. On voit maintenant une forme de chamanisme nomade qui vient, en fin de compte, transmettre la pensée indigène de ceux qui sont sédentaires. La jungle, elle est où? Elle est où, Lilou, la jungle? C'est ce que tu nous dis, tu parles de chamanisme urbain. Ouais. Pour moi, la jungle, c'est la ville. Quand je vais vraiment dans une forêt, qu'elle soit équatoriale ou autre, je me sens pas en danger. Absolument pas. Par contre, en ville, oui, je me sens en danger. Et c'était évident pour moi, quand j'étais tout apprenti chaman, déjà, je pensais à ramener ça à Paris. Je me dis, mais il faut l'amener là-bas. C'est là-bas, on en a vraiment, vraiment besoin en urgence. Sinon, le chamanisme, il est réservé à une élite de personnes, des tout petits groupes qui viennent consulter des chamans au fin fond des forêts quand ils tombent sur le bon chaman, le vrai chaman, parce que là aussi c'est le tourisme chamanique, on pourrait en parler 2 heures. Mais il y a une initiation dans tout ça. Tu as été initié par des Amérindiens. Il y a eu un process, il y a eu une passation, il y a eu un éveil, il y a eu des tambours, il y a eu de la transe, il y a eu des choses qui se sont passées autour qui ont fait que peut-être ton animal totem t'est apparu ou d'un seul coup cet esprit-là qui va te guider par la suite dans tes événements. Comment peut-on à travers un livre commencer à explorer ça? Je suis passé par la phase dure de l'apprentissage. L'initiation chamanique, c'est vraiment pas quelque chose qui a rien à voir avec le tourisme et le confort. Hélas, dans ma vie, je me suis retrouvé en tant que militaire à une certaine période dans des commandos où j'étais avec un peu des fous furieux et on avait des entraînements très durs, type GIs américains, etc. Très très durs. Mais c'était une colonie de vacances par rapport à l'initiation chamanique. Donc, il faut bien comprendre ça. Une initiation chamanique, on va mettre l'apprenti chaman, on va le mettre à l'épreuve. On va lui installer des épisodes de vie, des séquences de vie où c'est complètement jusque-boutiste. Il va être tellement coincé au bord de la mort qu'il va ne pas avoir d'autre choix que de dépasser les limites de sa conscience ordinaire. C'est pour ça qu'on l'installe dans des circonstances très très dures comme ça, où il va mourir, où il va dépasser les limites de sa conscience ordinaire. Voilà, c'est ça l'instruction chamanique de base. Sans parler de drogue, parce que là aussi, souvent, comme tu le dis, il y a une association qui n'est pas forcément nécessaire avec l'iboga, l'ayahuasca. Je pense aussi à ces piqûres d'araignées là, qui font croire qu'on va mourir. Et là, justement, cette partie-là que tu expliques s'éveille. J'ai fait tout ça.
J'ai fait tout ça parce que c'était dans mon enseignement. J'ai eu plusieurs enseignements sur différents territoires avec différents flux chamaniques et j'ai fait tout ça. Et la finalité de tout ça, c'est qu'on peut très bien l'adapter d'une façon bio, gratos. Hein, parce que en général, l'humain, il va chercher ce qui est compliqué, ce qui coûte cher et ce qui est pas bio surtout. Hein. Et là, on a quelque chose qui est gratuit, qui est bio. On n'a pas besoin forcément de tambour. On n'a surtout pas besoin de drogue, d'ayahuasca, d'iboga ou de quoi que ce soit. On peut simplement installer une transe par la relaxation, la méditation, un concept créatif. Devenir respirologue ? Devenir respirologue. Voilà, devenir respirologue. Le mot, il est amusant parce qu'il nous réveille un petit peu, respirologue, mais quoi c'est cette chose-là? Faut pouvoir s'amuser de respirer. La respiration, si on veut changer, faut changer sa respiration. Voilà, quand on a un grand changement à vouloir installer dans sa vie, quand on a des grandes alternatives, des choix, des choses comme ça, travaillons notre respiration. Elle va tout de suite modifier nos comportements, notre vue des choses. Pourquoi? Bah, c'est tout simple. Parce que dès l'instant que tu respires, tu es dans ton corps. Si tu es dans ton corps, tu es nettement moins dans ta tête. Et donc, par le fait, tu es complètement connecté à ton âme. Ton âme, c'est un morceau du nagual, un morceau de la conscience universelle incarné en toi. C'est une parcelle de cette conscience. Donc, tu es complètement connecté à la source et à la matrice. Et tu vas avoir toutes tes réponses. C'est hyper simple. Ça permettrait un état de conscience modifié, alors, de la transe. On pourrait partir en transe juste par cette force mentale ou cette respiration ou pas forcément ces drogues. Complètement. L'état de conscience modifié, il peut se faire en désherbant le jardin. Il peut se faire en alignant des tranches de pommes pour faire une tarte. Tu peux descendre dans la transe. Tu sais, quand tu es dans la réflexion, quand tu es en train de réfléchir, en train de compter, c'est surtout ton cerveau gauche qui va travailler, ta conscience analytique. Si on t'installe un fréquence-mètre sur la tête, il va indiquer 15 à 30 Hz, 15 à 30 vibrations secondes. Tu es en état bêta. Logique, c'est ton mental, il travaille, il fait son boulot, c'est son métier de mental. Mais il suffit que tu ailles désherber ton jardin, que tu te mettes à dessiner, à peindre, tu fasses une poterie, que tu chantes, que tu danses, que tu sois dans un concept créatif quelconque, que tu contemples les canards sur le lac, tu t'installes dans une méditation, dans des rêveries. On s'aperçoit que le fréquence-mètre indique la moitié de la mesure précédente. C'est-à-dire que tu vas être entre 7 et 15 Hertz. D'onde bêta, t'es descendu en onde alpha. C'est la transe chamanique avec l'ayahuasca, avec les tambours, etc. Elle commence à partir de 9, 8, 7, 6. Donc on rejoint la même transe. Cette transe, elle se connecte à la fréquence terrestre, qu'on appelle la fréquence de Schumann, qui est 6, 7 Hertz. Et c'est pour ça qu'on va avoir des prodiges qui se réalisent, parce qu'on est en parfaite résonance, en parfaite osmose avec la Pachamama, avec notre maman. La Terre, on vient de la Terre, on est la Terre, on est liquide aux 2/3 comme la Terre, on résonne avec elle. Et si tu résonnes avec elle, tu résonnes avec l'univers et ainsi de suite, et tu as tes réponses. Donc en se connectant à la nature, mais même dans des milieux urbains, parce que c'est là le petit truc, je me rappelle de cette interview avec Deepak Chopra, c'est là où ça avait bloqué dans la conversation dès le début, parce que je lui disais mais c'est bien beau, mais dans une ville comme à Londres, parce qu'à l'époque c'était à Londres que j'ai eu cette occasion d'interviewer, et je lui disais mais c'est difficile dans des villes comme ça de justement se connecter à la nature, à ces parties-là profondes de nous, mais la réponse est clairement non. Mais ça s'explique, tout ça. C'est pas forcément une évidence pour tout le monde. Ça l'était pour Chopra. Il n'a pas aimé ma question. Mais qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça, justement, de comment connecter, quels sont les quelques conseils? Et là, tu as commencé avec la respiration, etc. Mais pour connecter à ce chaman urbain en nous. C'est avant tout une histoire d'intention. Voilà, tout commence, en chamanisme, tout commence avec l'intention. Donc, si tu n'as pas posé une intention très forte, tu sais, l'intention... Je pense que l'intention, c'est un concept qu'a créé certainement le monde. C'est la force d'exister, l'intention. L'intention, c'est quand tu vas aligner toutes tes facultés de conscience, toutes tes facultés mentales, en une seule force. Elles sont alignées, elles sont juxtaposées en une seule force. C'est quand ton oui et ton non sont alliés dans une seule force cohérente. Donc, il n'y a plus d'opposant en toi. Et là, tu as réussi tout. Tu aboutis à tout. Donc, si tu installes cette intention, à te connecter à toi-même, ou à te connecter à la source, ou à te connecter au monde naturel, à la nature. Déjà, si tu as
bien poser cette intention, ne serait-ce qu'avec la visualisation au 30e étage d'un building à New York, je le fais moi, sans problème. Et je le fais partout. Je le fais à l'arrêt du bus, je le fais dans un métro, je l'ai fait ce matin dans le TGV. Il n'y a aucun problème. Ce matin dans le TGV, j'étais en somnolence. J'ai dormi 3 heures cette nuit. Donc forcément, je somnolais. Mais c'est l'aubaine. C'est l'aubaine parce que je descends en alpha sans problème. Et là, je commence à avoir des visualisations, etc. Mon rythme cardiaque qui descend. Et j'avais des connexions, j'avais déjà quelques bribes d'informations sur la journée, sur le week-end, sur ce qui s'est passé hier, parce que je suis plus dans la pensée active, je suis plus du côté gauche dans la pensée analytique, j'ai basculé du côté du cerveau droit. Le cerveau droit, la conscience intuitive, extraneuronale, qui m'amène direct dans cette conscience élargie, cet état de conscience élargie, de transe, où je suis connecté au Nagual et j'ai les réponses à des questions que j'ai même pas forcément formalisées. On tombe plus facilement dedans, tomber, hein, mais on a l'impression de tomber un peu plus facilement dedans quand on l'a vécu déjà plusieurs fois et c'est de plus en plus simple à un moment. C'est-à-dire que quand on connaît comme tu as vécu ces expériences très puissantes, c'est vrai que tu peux presque te remettre et revisualiser ça et le ressentir comme c'est quelque chose que tu as déjà vécu. Dire par où commencer pour commencer à s'ouvrir sur ce monde invisible, ce monde des esprits, quand on n'a aucune idée de cette vibration particulière, de cette résonance. Tu vas dire que je suis têtu, mais encore une fois, c'est vraiment une question de poser l'intention. Ouais. Moi, j'ai connu tout ça en live avec des chamans, avec des plumes, avec des tambours, avec toutes ces choses-là. On a envie de ça. On en a envie, et du reste, certainement que fin 2019-2020, je vais proposer des week-ends chamaniques pour retrouver des traces comme ça. Hein. Je prétends pas initier les gens au chamanisme pour devenir un grand guérisseur, chaman, etc. Mais de vivre intrinsèquement en soi la vibration chamanique. Ouais, je vais le faire pour que ces chamans urbains, parce que moi, les gens que je forme dans mes séminaires, j'essaye de les amener vers ça. Ces chamans urbains, il faut qu'ils aient bien quand même connu les racines, la structure de base, le plancher, les fondations du chamanisme. Donc je le ferai. Mais contrairement à ce qu'on peut croire, quand je me suis retrouvé dans la ville, j'arrivais plus à remettre ça en route. Ah ouais, j'arrivais plus. Parce que mes repères, c'était la nature, les arbres, l'extérieur, etc. Et j'arrivais pas à retrouver le déclic. J'ai failli abandonner. Et en fin de compte, c'est l'intention qui m'a tenu. Parce que l'intention ne disparaissait pas. Je savais que j'avais ce vecteur en moi qui devait... Mais il faut repositionner ça dans la ville. C'est à toi de le construire. Et qu'est-ce que j'ai fait? Tout bête, hein, j'ai cherché un square. Voilà, j'étais en plein Paris, j'ai cherché un square, un tout pauvre petit square avec une douzaine d'arbres, des petits arbustes dedans, rien à voir avec les arbres géants qu'on peut trouver dans les forêts équatoriales ou autres. Et en fin de compte, j'ai vu que je remettais ça en place, mais exactement pareil. J'aurais pu faire ça avec une plante verte dans un pot, avec une fleur. Faut pas s'installer de limites. Hein. Dès l'instant que notre esprit peut arriver à concevoir quelque chose, on va pouvoir le réaliser, on va pouvoir le vivre. Mais il faut le concevoir. Donc il y a un training. Ouais. Si on ne s'entraîne pas, tu sais, c'est comme tout dans la vie. C'est régulier, hein, ça doit être régulier tout ça. C'est vraiment régulier. C'est comme le piano. Hein, même si tu es doué pour jouer au piano, tu vas te bouffer des gammes. Voilà, et un jour tu feras des beaux concerts. Mais le chamanisme, c'est exactement la même chose. Et du reste, il y a une élimination tout à fait logique et naturelle chez les chamans. Hein. Les chamans africains, c'est les pires. Ils vont prendre un groupe de 15-20 apprentis, ils les emmènent dans la forêt et on va en ramener 7 ou 8. Ils sont où les autres? Ils ne seront pas chamans, hein, mais ils sont où? Ils ont déserté, ils sont partis en courant ou ils sont morts. Ah ouais. Voilà. Donc il y a une élimination naturelle. Et nous, ici, en centre urbain, l'élimination naturelle, c'est ceux qui vont arrêter de le faire. Il y a ceux qui vont commencer, qui vont continuer à s'entraîner, et qui vont aboutir à quelque chose. Et puis, en cours de route, il y a tous ceux qui arrêteront, diront « ouais, ça marche pas », parce qu'ils voudraient que ça marche comme ça tout de suite. Ça marche pas forcément comme ça tout de suite, mais parfois, ça marche comme ça tout de suite. On est dans l'aléatoire. On ne peut pas commander ça. Parce que, si tu veux, on va se relier à des forces, des facultés qu'on a en nous, hein, qui sont latentes, en sommeil. On va commencer à se relier à notre environnement.
aux forces de la nature, mais on ne le sait pas en général. On ne sait pas qu'on est en train de se relier comme ça. Et tout d'un coup, ça arrive, à notre grande surprise. Et peut-être qu'on est simplement affalé dans un fauteuil en train de regarder Plus belle la vie en sourdine, et que là, tout d'un coup, on a un message, on se dit, mais c'est quoi, c'est qui? Mais ça y est, c'est abouti. Il faut être dans cet accueil, il faut avoir confiance et il faut s'accrocher à son attention. Sans penser à cet instant qu'on est schizophrène, parce que ça aussi, des fois, ça arrive. Hein. On est tous passés par là. Je suis aussi passé par là. Je me suis dit, mais est-ce que je ne suis pas devenu complètement dingue? Et en fin de compte, non, je ne pense pas. Mais dingue, c'est quoi? Je pense qu'il faut être un tout petit peu dingue quand même, hein, pour amener cette légèreté dans la vie. Il faut un peu de folie, il faut un peu de bulle de champagne dans sa vie. Et il faut être avant tout une aventurière, un aventurier. Et ça, je le revendique. Moi, j'ai 65 ans aujourd'hui. J'ai toujours ce flux de l'aventure, d'expérimenter des choses. Nous sommes des expérimentateurs. On s'est incarné, c'est pas forcément du tout pour être confiné dans un fauteuil devant la téloche. On a des choses à essayer, à vivre. Elles fonctionnent pas, mais au moins qu'on n'ait pas la frustration du regret quand on arrivera devant la grande porte de sortie. Tu parles d'animaux totems, de trouver son animal totem, son arbre totem. J'aime beaucoup ce concept d'arbre totem. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus? Tu expliques le processus là, dans le livre, hein, de se tourner comme ça, de l'arbre, de marcher, de voir quel arbre résonne. Est-ce qu'on a vraiment un arbre ami? Tu dis, c'est devenir arbre même. Tu parles de s'inspirer, vivez l'arbre, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Moi, je pense que vraiment, comme pour les pierres, les arbres, les pierres, il y a toujours un arbre et une pierre pour nous. Quel que soit le continent où on peut se déplacer, on peut avoir multiples arbres, amis, alliés, totems, de soutien, de force. On met le vocabulaire qu'on veut dessus. En fonction des courants chamaniques, on va parler de l'animal totem, de l'animal allié, de l'animal de pouvoir, de l'animal de force. C'est la même chose pour les végétaux, les arbres. Ça peut être une plante, ça peut être une fleur. Donc on peut en avoir plusieurs. Bien souvent, quand je me déplace dans un pays étranger ou un continent, ça va être la première balade que je vais faire. Est-ce que là, j'ai un arbre totem sur ce continent-là? J'ai été travailler en Nouvelle-Calédonie il y a 2 ans. Je suis arrivé là-bas, c'était ma première quête, en fin de compte. Est-ce que là, j'en ai un? J'en ai peut-être pas. Peut-être que je n'en ai pas en Nouvelle-Calédonie, mais peut-être. Et en fin de compte, en te baladant un petit quart d'heure, en faisant un 360 degrés sur ton panorama, autour de toi, là, tu as un arbre qui résonne, c'est ton arbre. C'est exactement la même chose quand tu choisis une pierre. Même si tu rentres dans un magasin de pierres pour t'acheter un minéral, tu vas l'acheter comment? Tu vas l'acheter à l'influx, au geste. Tu vas pas choisir la plus grosse, la plus brillante, la moins chère. Non, tu regardes la coupelle où il y a les pierres et tu dis, je veux celle-là. C'est complètement ton instinct et il faut laisser libre cours à cet instinct et tu trouves ton arbre totem exactement de la même façon et on aura plusieurs arbres totems quand on va se balader en forêt ou dans son jardin ou en vacances à l'étranger c'est tout à fait possible mais faut s'installer sur cette fréquence-là. Ils nous apportent quoi? Ils sont là dans un autre règne, je suppose, que nous. Ils ont aussi une mission quelque part. Ils sont dans un autre règne que nous, mais en même temps, ils sont tout à fait en résonance avec nous. Et si tu veux, nous, on est vraiment multivectoriel. On est très compliqué, comme un puzzle qui aurait des milliers de pièces. Et de temps en temps, il nous manque une pièce ou deux. Il y a eu un courant d'air et il nous manque une pièce ou deux. Oh, comment je pourrais faire? Va voir un animal, va voir un arbre, va voir une plante. Et lui, il va t'envoyer pile la fréquence qui manquait dans le puzzle. Si tu veux, à fréquenter l'animal totem, les animaux totems ou les arbres totems, on va se rendre compte que va s'installer une grande confiance de rapport entre eux et nous, et ils vont nous transmettre. C'est un langage non verbal, c'est un langage énergétique, ils nous envoient des fréquences. Mais ces fréquences vont installer en nous, comme sur un écran de cinéma, une vision, une visualisation, une émotion, un mot-clé, une idée nouvelle, une réponse à une question, etc. On va avoir un rapport très privilégié avec eux d'autorésonance. Et en général, ce qu'ils vont nous apporter, on ne l'aurait pas obtenu autrement que par eux. C'est ça qui est excessivement important. C'est que j'ai l'expérience du recul et moi j'ai 2 animaux totems, le loup et l'aigle, qui sont tout le temps avec moi. Ce qu'ils m'ont appris,
je n'aurais jamais pu le recevoir d'autres que eux. Donc c'est quelque chose de très privilégié, de très intime, de très directionnel dans notre parcours de vie. Et on en a besoin, je veux dire, on a besoin de les découvrir absolument, ou on peut être chaman? Parce que comment tu définis exactement ce chaman? Parce que là, plus j'entends une partie médecine, une partie auto-guérison, une partie se sentir bien et connecté, vivre une vie qui a du sens. Enfin, c'est tout ça à la fois? Ou est-ce que pour une particule, il y a des lignées différentes, il y a des aboutissements différents à différents types de chamans? Ou quand on parle de chaman urbain, là, on désigne vraiment un truc très spécifique? Moi, je fais partie des chamans de la voie rouge, de la voie indienne, mais je pense qu'on n'en est plus là. Ouais. Je pense que maintenant, le chamanisme, il est universel et il va pouvoir se modeler à la civilisation, à l'endroit, surtout en cycle urbain. Donc, il faut pouvoir se détacher de ça. Et je pense vraiment que ce chamanisme, être chaman, c'est avant tout une philosophie. C'est avant tout un état de pensée, c'est avant tout avoir validé que l'invisible structure le visible, que le visible n'existerait pas sans le monde invisible. Donc c'est des concepts qu'il faut valider. Donc faut pouvoir être dans cette démarche, dans cette volonté de le faire. Donc il y a encore une fois, en amont, une intention. Et ce chamanisme, il est complètement structuré par une métaphysique qui tient vraiment la route sur ces 5 axes. Le premier axe, c'est la dualité dynamique. Cette dualité dynamique, c'est pouvoir absorber le fait qu'on est avant tout un être de dualité bipolaire dans un monde bipolaire. La première de nos dualités, de nos bipolarités, on pourrait dire que c'est l'esprit et le corps. L'esprit, c'est le corps éthéré, le corps, c'est l'esprit densifié. On a une autre bipolarité énorme qui fait partie des grands axes métaphysiques du chamanisme, c'est la force de la mémoire qui vient s'opposer à notre créativité existentielle, notre force de transformation, d'évolution. Et pourquoi ça vient du fait du deuxième axe, ce qu'on appelle souvent l'anneau de pouvoir, le cercle de pouvoir. L'anneau de pouvoir, c'est le concept de comment je fabrique ma réalité. Et on s'aperçoit que, alors, fabriquer sa réalité, c'est quoi? C'est pouvoir recevoir, importer un maximum d'informations de nos environnements, les plus proches comme les plus lointains. Et cet agglomérat d'informations, on va appeler ça notre réalité. Voilà, ça c'est ma réalité. Le super problème, c'est qu'on n'est pas du tout comme les indigènes des forêts. C'est que nous, on est tout le temps dans le mental. Donc, qui récolte vraiment ces informations? C'est une toute petite partie de nous. Parce que nous, on est dans le mental, on n'est pas dans l'attention du moment présent. Donc c'est la mémoire. Et là, c'est là la grande dualité. C'est la mémoire qui récolte les informations. Et comme c'est une mémoire conservatrice, donc, puisque c'est une mémoire, elle est complètement despote, elle ne valide, elle censure, elle ne valide que parce qu'elle connaît. Le connu, mais le connu, c'est le passé. Donc, ce qu'on appelle notre réalité, c'est tout le temps le passé du présent. Et elle bride complètement l'évolution, le lâcher, l'ouverture de nos ailes pour notre créativité, notre création existentielle, la création de notre existence. Donc, on a ce gros dilemme d'une mémoire excessivement trop pesante et trop présente et une non-liberté de pouvoir créer sa vie. Alors il ne s'agit pas de virer la mémoire et de dire « Oh, vilaine mémoire, on va te dégager ». On ne peut pas la dégager, on fonctionne de cette façon-là, mais on peut tout à fait travailler l'attention, troisième axe du chamanisme, l'attention. Si je travaille l'attention, je vais laisser beaucoup moins de flux à la mémoire, beaucoup moins de possibilités. Je vais commencer à réaliser une réalité vraie. Ce que j'appelle moi la réalité vraie. Et je vais avoir un phénomène d'équilibre. C'est-à-dire que la mémoire et la créativité existentielle devraient être à 50-50. La mémoire, c'est un garde-corps qui nous empêche peut-être d'aller nous envoler trop haut, mais qu'on puisse quand même ouvrir nos ailes et prendre notre envol. Donc, on a ce troisième axe de l'attention. Il faut pouvoir travailler notre attention. Notre attention, pour la travailler, avant tout, ça va être sensoriel. C'est le corps, c'est la respiration, c'est une gestuelle codifiée et répétée, c'est travailler les non-faire, c'est travailler les faire à l'envers, déstabiliser tout ce qui est habituel.
tout ce qui est répétitif. Donc, faut s'amuser comme un enfant parce que c'est ludique, c'est pas un boulot. C'est vraiment un genre de challenge. J'enfile toujours ma veste par la manche droite, bah maintenant je vais l'enfiler par la manche gauche. Ma place à table c'est ici, bah maintenant ça va être en face. Et ainsi de suite. Je vais changer les meubles de place, je vais changer mes horaires, je vais déstabiliser au maximum possible la force de la mémoire par ce travail de l'attention. Ensuite, je vais fortifier mon intention, je vais bien déterminer ce que je veux. Parce que la plupart d'entre nous vivent bon an, mal an, comme ils peuvent. Mais où tu vas? Qu'est-ce que tu veux? Ah bah je sais pas, je voudrais être heureux, mais c'est trop générique, non recevable. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Parce qu'il y a aussi ce qu'on veut vraiment. Oui. Je te prends un exemple tout bête. On prend un monsieur lambda qui nous dit « je voudrais avoir beaucoup d'argent, je voudrais gagner beaucoup de pognon ». Mais qui intrinsèquement pense que l'argent c'est pourri. Ça a complètement détruit l'humanité, ça a vraiment embrouillé les hommes. Donc, qu'est-ce qu'il envoie exactement, lui? C'est quoi son intention? Parce qu'il dit « je voudrais beaucoup d'argent », mais il vibre le contraire. Le Nagual, il va rentrer en résonance avec ce qui vibre, pas ce qu'il dit. Bien que ce qu'il dit vibre aussi. Un mot, c'est une clé vibratoire. Une phrase, c'est une équation vibratoire. Donc, elle a une portée, elle a une fréquence, elle a une longueur d'onde. Les mots que tu dis aux gens vont avoir une incidence sur leur système énergétique, par résonance sur leur système physiologique. Tu vois, c'est très très vaste. Il faut simplement pouvoir avoir conscience de cet ensemble-là. Mais le chaman, dans cet ensemble de vie et cet ensemble de manières de vivre et cette clarté qu'on va gagner, cette intention qu'on va poser, je dirais, il se situe où? C'est la totalité, c'est l'ensemble, c'est le contexte carrément dans lequel on est et ensuite on va poser sa vie à l'intérieur, ou le chaman c'est une partie de sa vie à un certain moment, ou des rituels qu'on va poser dans un cadre de travail, en famille, tu vois, c'est à quel point, je veux dire, pour toi c'est carrément le big picture, c'est d'être chaman. Et à l'intérieur de ça, après tu trouves ta voie. Je pense que vraiment il faut vivre le chamanisme d'une façon très simple, réflexe, et constante. Ouais. On est constamment 24/24 chaman. Ce que je dis parfois, prenons un exemple, certaines personnes me disent je me sens pas très bien, etc., etc. Pourtant, vous savez, je vais faire mon cours de Qigong une fois par semaine. Vous faites 1 heure de Qigong par semaine. Ah oui, hein, pourtant, hein, c'est bien, hein, je fais des efforts. Ouais, mais c'est pas ce qu'il faut faire. C'est bien de faire 1 heure. Ouais, mais faut devenir Qigong, faut penser Qigong, faut respirer Qigong. Faut être Qigong. Et si tu veux, le chamanisme, avant tout, c'est ça. C'est penser que si tu vis, si tu respires, c'est parce que tu es chaman. Et parce que tu es chaman, tu vas pouvoir le faire encore mieux. Donc c'est au quotidien, dans tous les événements de ta vie. J'arrive à l'arrêt du bus, je travaille sur ma respiration, mais d'une façon instinctive. Je me dis pas, bon, je fais un exercice chamanique, je vais respirer. Non, je respire, c'est normal. J'ai un temps mort qui va pas du tout être mort, qui est fructueux. Je travaille ma respiration, ma visualisation. On va pouvoir picorer comme ça toute la journée le chamanisme et transpirer et être le chamanisme. Donc, un coup c'est sur la santé, l'autre c'est sur l'auto-guérison, c'est sur les nettoyages des lieux, purification, tu parles de nettoyage énergétique également dans ton livre, c'est très détaillé d'ailleurs, merci pour ça, parce qu'on se sent vraiment accompagné hein, là. Hein. J'insiste parce que j'ai été ébloui par la qualité du contenu, hein. Mais de savoir exactement ces différentes étapes qui des fois sont un peu énigmatiques ou on sent qu'on improvise un peu et puis là tu nous donnes un... Bon après au-delà de ça je suppose que c'est aussi chacun d'expérimenter parce que c'est une guideline que tu donnes là, c'est un peu un processus et après à chacun de voir. Hein. Avant tout, il faut expérimenter. Ouais. Sinon, on reste dans quelque chose, un concept intellectuel qu'on va trouver, oui, sympatoche, mais qu'est-ce qui se passera? Rien, il se passera absolument rien. C'est la pratique qui va faire la différence. Et c'est hélas là qu'on va trouver les candidats, voilà, qui lâchent, parce que la pratique, elle doit être vraiment... c'est comme une pratique de musicien, c'est comme une pratique sportive, c'est quelque chose qui est vraiment très régulier. C'est la pratique régulière. Mais les cadeaux arrivent très vite, les récompenses arrivent très vite. Hein. Cette fameuse loi de compensation, elle fait vite le tour et on reçoit les cadeaux. Moi, je pense que, raisonnablement, quelqu'un qui ferait un essai sur les fameux 21 jours, prend son agenda, va cocher 21 jours.
Et pendant ces 21 jours, systématiquement, il s'organise dans une pensée et dans un fonctionnement chamanique. Hein, il va faire attention à sa respiration. Il va favoriser son auto-guérison au quotidien. Donc, avant tout, il va bien faire la différence entre ses pensées placebo ou nocebo. Comment je pense. Hein, on est tous d'accord qu'on a un pouvoir d'auto-guérison qui est complètement fou, incroyable, magique. On peut parler de magique. Même si t'aimes pas trop ce mot-là. Hein. Oui, parce que ce mot-là, on lui a mis des vilaines choses dessus. On lui a mis au départ, c'est un mot qui fait briller les yeux des enfants. Et à l'arrivée, voilà, il y a des gens mal intentionnés qui ont transformé ce mot en quelque chose. Donc, méfions-nous dans quel contexte il est installé. C'est surtout son contexte. C'est incroyable, des choses comme ça qui nous arrivent. Et on est dans cet émerveillement quand même, quand ça nous dépasse. Vivre le chamanisme, c'est vivre, comme tu viens de le dire, le mot émerveillement. On est dans l'émerveillement comme quand on avait 4-5 ans et qu'on regardait le vent dans les arbres et qu'on parlait aux étoiles et aux animaux et on cueillait un brin d'herbe. Voilà, c'est vivre de cette façon-là. Et on peut totalement le faire, mais encore une fois, il faut installer une discipline et vivre une expérience. Souvent, j'essaye de convaincre les gens sur les 21 jours. Je te parlais de l'effet placebo-nocebo, hein, notre pouvoir d'auto-guérison, connecté à nos pensées, à nos émotions, à nos croyances, à nos convictions. Donc, comment je pense aujourd'hui, hein, j'ai mal à tel endroit, j'ai mal à l'épaule, mais comment j'ai pensé hier, voilà, on fait l'état des lieux et on corrige, on s'auto-observe et on s'auto-corrige pendant 21 jours, en reprenant les bases d'un concept, même comme j'ai installé dans mon petit bouquin. Voilà, on peut picorer quelque chose comme ça, mais le vivre vraiment intensément sur une période pour avoir un réel recul d'une expérimentation réelle. Tout à l'heure, tu parlais de mémoire et j'avais cette question par rapport aux mémoires akashiques ou aux mémoires de vie passée. J'en ai peut-être moins entendu parler dans ce livre-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu abordes? Parce qu'il semblerait qu'il y ait des lieux quand même, quand on est dans ces rituels chamaniques, dans cette ouverture des esprits et tout, il y a des lieux dans lesquels on va aller et puis il y a comme des mémoires qu'on récupère ou qui ressurgissent ou qui nous troublent. En ce moment, il semblerait qu'on soit quand même des âmes assez courageuses pour traverser cette période-là. Et on revient peut-être à la première question, mais... comment gérer ces mémoires-là, ou est-ce que pour toi ça fait partie du processus chamanique d'éveil, de récupérer ces mémoires, de s'en libérer pour être justement encore plus dans l'instant présent et être les chamans que l'on peut être? C'est l'une des difficultés, ce phénomène de mémoire. Les chamans emploieront pas le terme chant akashique, par exemple. Ils vont parler d'une forme d'égrégore humain. Hein, ce qu'on peut appeler la nosphère, ce qu'on peut appeler les champs morphogénétiques, ce qu'on peut appeler le champ zéro quantique. Il y a plein de noms qui ont été, de dénominations qui ont été installées là-dessus. C'est une matrice informationnelle qui entoure le globe terrestre et qui reçoit les mémoires des 100 milliards de personnes qui sont incarnées avant nous. Tu sais, au moment de la mort, le corps va s'effondrer et libère toutes les mémoires qui n'ont pas été, toutes les informations qui n'ont pas été traitées. Quelqu'un qui quitte la Terre avait en lui tout un tas d'informations. Il avait des croyances, il avait des souhaits, il avait des projets, etc. Là, c'est lambda, terminé, il quitte la Terre. Donc ça, c'est complètement libéré, ce qu'on appelle le champ du cygne. C'est complètement libéré et ça vient rejoindre cette nosphère. Donc on a une banque de mémoire, une matrice informationnelle qui est en constant échange avec notre mémoire et aussi avec notre âme, parce que cette matrice informationnelle, elle se confond quelque part avec le monde quantique, avec la conscience universelle, et notre âme est, on l'a dit tout à l'heure, est une parcelle de cette conscience universelle. Donc, sa constitution bioquantique est la même que le Nagual, que cette mémoire. Donc, quelque part, notre âme, elle est personnelle et impersonnelle totalement. Elle est personnelle parce qu'elle est customisée, installée en nous à ce moment-là, mais elle continue à échanger avec cette matrice informationnelle. Et c'est un petit peu là ce qu'il faut arriver à régler au mieux possible. C'est pas forcément évident. Oui, et ça peut être très troublant.
D'où certaines expériences qui, des fois, sont un petit peu compliquées à gérer, je trouve. Est-ce que tu as des conseils pour des expériences fortes comme ça qu'on va vivre et chamaniques, pas transgénérationnelles, mais de mémoires passées qui ressurgissent, ou il y a des expériences comme de drogue que tu as pu avoir, ou de transe induite ou autres, qui vont être perturbantes pour la personne? Parce que moi, je parle à d'autres personnes qui récupèrent certains des êtres qui vivent des expériences un peu fortes comme ça, qui n'étaient pas tout à fait prêts, qui étaient dans les mains de personnes mal intentionnées. Quelle est ta recommandation par rapport à ça? Le côté après-vente, tu vois, SAV, là, qui manque des fois un petit peu, et que certaines personnes sont dans no man's land. Hein. Je suis perdu et j'arrive plus à réatterrir sur Terre. Oui, complètement. Je récupère aussi des gens comme ça, qui sont quelque part victimes de trop de curiosité ou victimes du tourisme chamanique. Hein, beaucoup ça. Ces expériences-là, dès l'instant qu'on souhaite les vivre assez fortes, elles ne peuvent se concevoir qu'accompagnées avec un vrai pro, un vrai chaman, voire deux. Hein. Moi, les grosses expériences que j'ai pu vivre, ils étaient deux. Hein, j'avais vraiment mon instructeur, qui était mon maître, et j'avais quelqu'un extérieur qui vérifiait si l'instructeur et l'apprenti étaient bien en cohérence avec les esprits autour. Donc il avait le recul extérieur, des fois que mon maître soit un peu trop barré quelque part, de trop dangereux pour moi. Donc toi, on installe vraiment les garde-corps qu'il faut être absolument accompagné et vérifier en amont que l'accompagnateur est digne de ce nom. Que ça soit pas un chaman de 18 ans qui s'est mis un bandeau d'Indien dans les cheveux pour se faire un petit peu de fric avec l'autocar de touristes qui arrive. Parce que, hélas, on va avoir des apprentis chamans ou des charlatans chamans assez nombreux dans ces pays qui sont des pays sous-développés, où les gens crèvent de faim. Ils ont vu débarquer ces Européens avec beaucoup d'argent, prêts à payer cher pour vomir, parce que c'est, en gros, ils viennent chercher des sensations fortes. Alors, quand ils voient les éléphants roses et qu'ils vont gerber toute la nuit, ils se disent « Ah bah là, j'ai fait un truc chamanique ». Non, ils ont juste été malades avec des hallucinogènes, c'est tout. Et là, ça peut être très grave, parce qu'il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui reviennent complètement frappadingues, schizo, etc. Moi, j'en ai déjà reçu, hein, comme ça. Donc, il faut toujours vérifier avec des témoignages sur des forums, vérifier où on va, avec qui on va vivre ces expériences, comment s'installe le rapatriement éventuel. Est-ce qu'il y a des voitures, des autocars? Est-ce qu'il y a un hôpital digne de ce nom pas loin? À combien de kilomètres? Est-ce qu'on a une assurance de rapatriement? Elle est où l'ambassade? On fait les choses vraiment complètement. Pas je vais voir les chamans, c'est chouette. On se met des plumes et un tambour et vas-y, je vais boire tout ce qu'on va me donner. Il y a danger de mort. Il y a danger de mort. Ça, il faut vraiment le signaler. Parce que le chamanisme subit le contre-coup de ça. Et bien souvent, quand on dit chamanisme, chaman, les gens regardent, oh là là, ça craint. Hein? Mais non, ça craint pas, si c'est très logiquement fait. Mais là, je parle de circonstances où c'est pas du tout logiquement fait. Oui. Ou des fois, on essaye de chercher des raccourcis. Parce qu'il y a ça aussi. Là, il y a plusieurs méthodes qui fait qu'on peut l'expérimenter, comme tu dis, dans les villes, dans notre quotidien, sans forcément aller à prendre un billet d'avion à l'autre bout du monde pour rencontrer certaines personnes qui, elles, vont régler tous nos problèmes d'un seul coup. Et c'est vrai qu'il y a une vraie prise de responsabilité, là, quand même. Mais c'est la base du chamanisme. C'est devenir responsable. On est coupable de rien, on est responsable de tout, mais quand tu installes vraiment le chamanisme dans ta vie, tu te rends compte qu'effectivement, tu es responsable. Et il n'y a que toi qui es responsable. Hein, c'est pas, oui, ma mère, mon père, la société, les médias. Non, non, stop, on arrête. Les vies antérieures, stop, on arrête. Là, tu fais quoi? Tu décides quoi? Tu poses quoi pour toi? Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont reculer. Parce que, le chamanisme, voilà, ils voient le côté indianisme, folklorique, les tambours, les plumes, voilà, le côté indigène. Mais quand ils avancent un peu plus, et qu'ils se rendent compte que c'est simplement une prise de grande responsabilité, ah ouais, mais là, c'est pas pareil. Et de la rigueur. Et énormément de rigueur. Et là, souvent, ils disparaissent. Ouais, effectivement, ils iront pas plus loin. Mais logiquement, on a des paliers, on va gravir des paliers en chamanisme. Moi, la première fois que j'ai bu de l'ayahuasca, ça devait faire 2 ans et demi que je baroudais dans des épreuves de fou. Et j'avais pris aucune drogue, rien du tout, ils ne voulaient pas m'en donner. Plusieurs fois, j'avais demandé, je pourrais goûter, je pourrais vivre. Non, pas pour l'instant. On va voir si tu es digne, on va voir si tu es assez fort. Tu vois, on va voir si tu es assez fort, on va voir si les esprits volent de toi.
Est-ce que l'ayahuasca est d'accord pour venir en toi? T'as demandé à la plante? Oh là là, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Voilà, mais oui, il raisonne pas du tout comme nous. Nous, je voudrais prendre un whisky ou de l'ayahuasca. Oh, un petit ayahuasca. Mais c'est pas du tout comme ça. Ça se passe pas comme ça. La plante ne veut peut-être pas te visiter. Elle veut pas te rencontrer. Pour l'instant, ton esprit est trop faible en vibration. Faut le monter. Et d'autres esprits peuvent arriver dans ces moments-là, parce que c'est des moments de faiblesse quand même. C'est ça qui est quand même sacrément... Faut être averti. Complètement. On va avoir un parcours au départ qui est chaotique. Donc, qui dit chaos, il y a des hauts et il y a des bas. Dans les ups, tout va bien. Dans les downs, c'est moins rigolo. Donc, c'est pour ça qu'il faut être accompagné. Mais là, on est d'accord qu'on parle d'un chamanisme pur et dur, traditionnel. Voilà. Moi, j'essaye d'inviter les gens à un chamanisme urbain, urbanisé, où ils sont en parfaite sécurité. Si déjà ils installent ça, là, je dis ok, maintenant tu veux vivre vraiment plus d'expérience, alors là tu peux aller voir un vrai chaman, etc. Pas l'inverse. Ouais. Mais pas l'inverse, mais pas l'inverse. On est extrêmement trop fragiles, nous autres, les urbains. On va jamais tenir le choc. Ça n'ira pas. Ces gens qui rêvent d'une vraie initiation chamanique, pour la plupart, ils pourraient jamais la suivre. Impossible. Je sais même pas comment j'ai pu la suivre. Bon, j'avais 28 ans, j'étais un baroudeur, voilà, je pilotais des dragsters, j'étais un peu genre fou furieux, j'ai pu la faire. Mais avec le recul, c'était très gonflé quand même. C'était très gonflé. T'es passé par artiste, homme d'affaires, chaman, maintenant tu écris, tu lis des stages, tu fais des... Hein, y a quand même eu pas mal de vie en une. C'est l'aventure. C'est l'aventure, Lilou, c'est le grand festin de la vie, où tu viens prendre place au festin, où tu regardes les autres à table, dans ton coin. Moi, je préfère vivre la vie comme ça, oui, effectivement. La vie, c'est un champ d'opportunités. Tu fais ton marché. Moi, je saisis des opportunités, simplement. C'est un peu ce qu'on fait, entre autres... je parle d'opportunités, je rebondis là-dessus, avec le chamanisme. Avant tout, c'est un travail d'évolution personnelle, de transpersonnel. Le chamanisme, tel que je le propose dans le milieu urbain. Et dès l'instant que tu vas travailler sur toi, dans le présent donc, parce que le chamanisme, il travaille sur le temps, sur les temps. Il y a 3 temps, le passé, le présent, le futur. Et dès l'instant que tu vas travailler sur toi, tu vas modifier ton temps présent. Il va se mettre en résonance avec l'opportunité que tu avais choisi de temps passé, qui avait organisé les problèmes de ton présent. Et comme tu changes ton présent, ça va se dissocier, ça va se séparer de l'opportunité précédente du passé et ça va se mettre en résonance avec une autre opportunité du passé qui vient résonner avec le présent et qui installe l'opportunité du futur. Et tu as changé la direction de ta vie. Et là, on va pas partir sur le temps, mais passé, présent, futur coexistent dans ces instants de transe, hein, entre guillemets. Pour moi, si tu veux, la ligne du temps, c'est comme un immense collier qui part de l'infini et qui va vers l'infini. Et il y a des milliers de perles de temps présent et d'opportunités. Et tu peux rester sur le collier, sur cette ligne du temps. Là, tu vois que la perle qui est devant toi, mais tu peux te mettre légèrement à l'écart quand tu vas dans le nagual, dans un état de conscience modifié, dit chamanique, mais pas forcément chamanique. Et là, tu vois le défilé du temps. Et tu peux aller te balader, ce que va faire une voyante. Merveilleux, que dire d'autre? Ah, mais il y a quelque chose qu'on aimerait, parce que là on peut parler des heures, je pense, sur ce sujet, vu le contenu. Est-ce qu'il y a autre chose à mentionner sur... Vous aussi, vous êtes chaman? Écoute, ce que j'aurais à mentionner, moi, c'est simplement un tout petit résumé. C'est, on a pensé jusqu'à maintenant que nous étions, nous les humains, les femmes et les hommes, le centre d'un écosystème. On s'est complètement trompé. Le centre de l'écosystème, c'est la nature, c'est la Terre. En réalité, on s'est expulsé de l'écosystème. Et là, il faudrait qu'on puisse faire tous l'effort, par le chamanisme ou autrement, mais de reprendre notre place humblement au sein de l'écosystème. Merci beaucoup pour cette délicieuse interview. Merci d'être venu jusqu'à Bordeaux dans ces circonstances-là. Mon futur enfant l'a reçu, je suppose, et nous et vous aussi, chers co-créateurs, plein de belles informations qui vont nous nourrir et nous accompagner comme ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Puis je vous recommande vraiment ce livre, vous aussi. Vous êtes chaman aux éditions Le Duc, qui est très bien fait, très bien édité. Merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Lilou. Avec joie, gros bisous à tous et à toutes. À bientôt. Au revoir.